Dans le cadre du colloque du GER CESS, dont le thème est Comment parler d'environnement, héros et communication environnementale, je vous présente une communication intitulée Les héros de l'environnement, rôles et compétences. Je m'appelle Dominique Francon, actuellement doctorant à l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication, membre du groupe d'études et de recherche Communication, Environnement, Sciences et Société, membre du comité de pilotage du FECODE, Formation, Éducation, Compétences et Objectifs du développement durable, et chargé de mission Développement durable, Développement économique et emploi, commune de Bouc-Bel-Air. Cette communication s'inscrit dans un travail de recherche en sciences de l'information et de la communication. La question de recherche étant les apports du concept de leader d'opinion et de communication engageante dans l'accompagnement des parties prenantes d'un territoire à la transition écologique. L'expérimentation liée à ce travail de recherche démarrera en 2021. La défense de l'environnement se cherche des leaders charismatiques, des personnes possédant des compétences spécifiques pouvant être mises à profit pour amener le plus grand nombre à agir à préserver l'environnement. Le héros est donc à la fois une personne exceptionnelle par les actions qu'elle effectue, mais devrait aussi, pour répondre à l'urgence environnementale, être en capacité d'inciter les individus à agir. Dans ce cadre, la question de recherche que nous nous attacherons à analyser sera: quelles sont les compétences nécessaires aux héros de l'environnement pour leur permettre de jouer pleinement le rôle qui leur est assigné? La défense de l'environnement se cherche des leaders charismatiques, des personnes possédant des compétences spécifiques pouvant être mises à profit pour amener le plus grand nombre à agir à préserver l'environnement. Le héros est donc à la fois une personne exceptionnelle par les actions qu'elle effectue, mais devrait aussi, pour répondre à l'urgence environnementale, être en capacité d'inciter les individus à agir. Dans ce cadre, la question de recherche que nous nous attacherons à analyser sera: quelles sont les compétences nécessaires aux héros de l'environnement, en termes de communication, pour leur permettre de jouer pleinement le rôle qui leur est assigné. Afin d'aborder cette question de recherche, nous proposons, dans un premier temps, de poser le cadre théorique lié au concept de leader d'opinion. Nous aborderons les conclusions d'études menées sur ce concept. Ensuite, nous poserons le cadre théorique de la communication engageante et les conclusions d'études sur ce concept. Pour enfin, dans un troisième temps, ouvrir une discussion sur la possibilité d'expérimenter ces concepts dans le cadre de projets environnementaux à visée d'adaptation des comportements. Le rôle que l'on veut faire jouer aux héros de l'environnement est proche de la notion de leader d'opinion. Ce concept a été analysé dans le cadre de la communication politique de masse et avait pour objet d'étude l'influence des masses médias sur le comportement des individus, notamment lors d'un vote. Lazarsfeld, 1944. Avant ces travaux, il était communément admis que l'effet massif des masses médias était important concernant l'orientation des comportements des individus, comme d'ailleurs le courant behavioriste le stipulait. Ces médias injectent des croyances et des idées dans les cerveaux des personnes, ce qui influence directement leur comportement. Ces travaux ont été complétés en 1955 par l'appréhension du flux de communication comme un processus en deux étapes. C'est la théorie du two-step flow. Le premier palier est constitué par des personnes bien informées, parce qu'exposées directement aux médias. Le deuxième palier est pour sa part constitué de personnes fréquentant moins les médias et qui dépendent donc des autres pour obtenir de l'information. Enfin, ce concept de leader d'opinion a émergé dans un autre cadre, celui des réseaux sociaux, et permis d'étudier le rôle et l'identification du leader d'opinion, Vernet 2012. D'ailleurs, l'appellation de leader d'opinion cède la place au terme d'influenceur. Ces travaux sont axés sur les caractéristiques des leaders d'opinion en termes de moyens et d'actions, en vue d'un résultat quantifiable. Ils analysent comment l'influence se met en œuvre dans les organisations. En conclusion, les travaux de Lazarsfeld et Hart, 1944, ont démontré l'importance de l'impact des relations interpersonnelles au détriment des médias traditionnels
dans le processus de prise de décision. Il en ressort donc la relativité de l'impact des mass-médias sur le comportement de l'individu au regard de l'influence des amis, collègues ou familles. Ces travaux ont mis en évidence la notion de filtrage de l'information par l'individu, ce qui le rend en grande partie perméable aux messages des médias. Il est de plus démontré la faiblesse du nombre de changements d'intention de vote susceptibles de se produire dans le cours d'une campagne électorale. Dans les travaux suivants, en 1955, il est clairement mis en lumière l'importance des deux étapes nécessaires à l'appropriation de l'information par l'individu. En effet, la théorie du two-step flow montre le rôle décisif du leader d'opinion. Par sa proximité avec l'information, première étape, il est celui qui transmet celle-ci au second étage. Constitué des personnes peu en contact avec l'information, et donc ce leader d'opinion influe sur les comportements des individus. Ces travaux ont de plus permis de dégager les caractéristiques du leader d'opinion, comme le fait qu'un leader d'opinion est peu différent de ceux qu'il influence. En termes de compétences, ce rôle de leader d'opinion nécessite une sociabilité plus importante et davantage de contact avec le monde extérieur au cercle de relations interpersonnelles. Une compétence verbale est aussi nécessaire à ce rôle de pourvoyeur de signification. Enfin, les travaux de Vernet en 2012 montrent comment le développement des réseaux sociaux a stimulé le concept de leader d'opinion et comment le modèle du two-step flow fonctionne très bien sur Twitter. En effet, 0,05% de la population est à l'origine de près de la moitié des liens postés dans les messages. Et presque 50% des informations qui sont tweetées par les médias passent préalablement par le filtre de leader d'opinion. Ces travaux mettent en avant une caractéristique principale du rôle du leader d'opinion, sa capacité à influencer. L'influence définie comme un ascendant exercé par un individu ou un groupe d'individus sur une personne qui a pour conséquence la modification d'une croyance, d'une attitude ou d'un comportement anticipé. La communication engageante est apparue par le rapprochement des travaux sur l'engagement comportemental et la persuasion. Le constat est que les résultats obtenus en matière de changements comportementaux sont rarement satisfaisants lorsque l'on table uniquement sur l'information et la persuasion. Ce concept s'appuie sur les 4 variables suivantes: les caractéristiques de la source, la construction du message, le profil du destinataire et le contexte. Le principe de la communication engageante consiste à faire précéder la diffusion d'un message persuasif de la réalisation d'un acte préparatoire. Il existe une unanimité à constater l'efficacité de la communication engageante dans les expérimentations menées depuis des années. La communication engageante influe sur le changement d'attitude et d'intention comportementale, mais surtout, elle a montré son efficacité concernant le changement de comportement. D'autre part, dans le processus de communication engageante, le participant est acteur. Les études citées ont abordé la notion de leader d'opinion dans des domaines précis, les courses, la mode vestimentaire, la politique. Nombre de questions restent en suspens. De quoi l'influence serait-elle la résultante? De la confiance perçue par les membres du réseau? De l'expertise de la source? De l'attention accordée par les membres à l'information? Cela renvoie à connaître les motivations du leader d'opinion à incarner ce rôle et son corollaire, quelles compétences sont nécessaires pour jouer ce rôle. Pour sa part, la communication engageante a prouvé son efficacité dans divers domaines, dont celui du changement de comportement environnemental. L'appropriation du concept de communication engageante serait-elle un incontournable de la palette de compétences à acquérir pour un leader d'opinion? Il conviendrait d'expérimenter ces concepts dans le cadre d'un projet environnemental à visée d'adaptation des comportements. Donc, c'était donc la présentation de Dominique, qui en fait fait partie du comité d'organisation, mais qui ne peut pas se joindre à nous parce qu'il fait un contrat CIFRE. Grégory, tu peux peut-être m'épauler pour expliquer la situation de Dominique? Pas plus que ça, non. Bon, d'accord. Donc, comme il a bossé sa presse et qu'il a essayé de tenir le timing, et excusez-moi, j'ai pas compris, vous n'avez pas entendu le début.
Voilà, donc le travail de Dominique est de travailler sur communication engageante et leader d'opinion. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe, on passe à la prochaine communication. Je crois que c'est Cléo. Est-ce que Quand vous voulez, Cléo. Vous voyez Oui. mon écran? Tout à fait. Ok, super. Merci. Alors, je voulais vous remercier déjà pour commencer de m'avoir accepté dans ce panel. Je vais vous présenter une petite communication sur la figure du paysan agriculteur dans le discours environnemental catholique, qui est à la fois le héros au sens de la personne chargée par une autorité de transmettre un message et le héros au sens du protagoniste de l'histoire et du défenseur des biens et des valeurs communs. Mon exposé va se centrer sur la France en 2 temps. Dans un premier temps, je vous présenterai une espèce de portrait robot de cette figure ou de ces figures d'agriculteurs et de paysans et de leur contexte de mobilisation respectif, pour proposer dans un deuxième temps que si cette mobilisation de figures qui ont l'air peu compatibles entre elles, voire paradoxales, elle apparaît un peu contradictoire, elle peut s'appréhender comme un des moyens pour l'Église d'élaborer un rapport médiatisé aux savoirs environnementaux. Alors, cette présentation, elle va bien sûr être limitée à la fois dans son périmètre et ses conclusions. C'est un premier pas dans le chemin d'enquête que j'ai amorcé avec ma thèse que j'ai débutée l'année dernière, donc je partage avec vous pour ce qu'il est. Alors, du coup, mon contexte de recherche, c'est que j'ai commencé par choisir les discours numériques chrétiens sur l'environnement comme moyen d'appréhender les relations entre la science et la foi chrétienne. Je fais une petite parenthèse pour préciser que je ne suis moi-même ni croyante ni pratiquante, mais que je souhaitais aborder cette question dans une double perspective. D'une part, observer les relations entre les sciences et le christianisme sous un autre angle que celui de la controverse, et d'autre part, comprendre par quelles modalités concrètes on peut observer la circulation des savoirs dans un contexte chrétien. Le discours numérique environnemental, tel que j'en parle à partir de maintenant, je le définis comme un énoncé qui porte ou sur la crise environnementale et ou sur les moyens d'y faire face, qui est produit et ou mis en ligne par un locuteur qui se présente lui-même comme chrétien. Je m'appuie sur le concept de trivialité qui a été proposé par Yves Jeanneret pour étudier la manière finalement dont la circulation des savoirs scientifiques va s'opérer par le biais de médiations diverses qui vont avoir pour objet de produire des altérations de ces savoirs qui vont porter sur les situations de communication, sur les normes de pratique, les moyens de représentation, la légitimation ou délégitimation des instances qui définissent les processus, et que par ailleurs, on peut noter que l'altération ne concerne pas seulement les discours sur les objets, mais également la définition de ces objets. Et j'ajouterais que dans cette perspective, altération, ce n'est pas péjoratif, c'est vraiment à entendre au sens étymologique de production d'un autre sens, notamment. Alors du coup, dans le cadre de la crise environnementale, avec cette perspective, il s'agit pour moi de comprendre comment les problématiques environnementales sont définies en contexte chrétien, quelles réactions et quelles propositions elles suscitent et quelle place occupent les savoirs dans la définition à la fois du problème et des solutions. Dans un contexte où un tiers de la population mondiale, soit 2,5 milliards de personnes, se définissent comme chrétiens. Et donc, on peut postuler que les discours environnementaux qui sont produits et diffusés par l'Église catholique sont un facteur important de la prise en compte de la crise environnementale par la population mondiale. Alors, j'avais 2 hypothèses initiales qui ont été un peu bousculées par le contact avec le corpus. La première hypothèse, c'était que la communication environnementale de l'Église s'opère sur le modèle du Two-Step Flow of Communication de Lazarsfeld. Donc, comme on le sait, l'idée qu'il y aurait un émetteur, un récepteur et entre les deux, un troisième pôle qui est le leader d'opinion. Alors, dans le cadre de cette étude, ces 2 pôles seraient respectivement le Vatican, autorité de référence pour les catholiques français, la communauté des croyants en tant que récepteur, et le rôle de leader d'opinion serait assuré par la Conférence des évêques de France, qui est à la fois la main et la voix du Vatican en France. C'est une assemblée qui réunit environ 120 hommes d'église et qui s'exprime sur des questions de société en France et s'efforce de traduire en actions concrètes la doctrine du Vatican. Sur les questions environnementales, elle est assez active depuis 2015 à travers des initiatives comme le label Église verte, la mise en place de délégués diocésains à l'écologie ou une mission au monde rural qui consacre un axe de travail important à l'agriculture.
Alors du coup, dans cette perspective, la figure du paysan agriculteur serait mobilisée comme une figure rhétorique finalement à la manière un peu des paraboles bibliques qui viendraient en appui à la doctrine catholique. Alors, sur le plan méthodologique, donc mon cadre théorique, vous l'aurez compris, c'est l'analyse du discours et l'analyse des écrits d'écran. J'ai constitué un corpus hétérogène constitué de plusieurs sous-corpus. Donc, on a un premier corpus de textes officiels de l'Église catholique, notamment l'encyclique Laudato Si, qui est un peu la pierre angulaire de la pensée chrétienne contemporaine pour l'Église catholique, ainsi qu'un certain nombre de textes officiels qui l'ont précédé et que l'encyclique cite comme mettant des jalons de la construction de cette question-là dans l'Église. Ensuite, on a un corpus de documents qui ont été mis en ligne par la Conférence des évêques de France sur par un certain nombre de moyens. Donc, on a un bouquet de sites. Église.catholique.fr, c'est le site officiel de la Conférence des évêques de France. Et puis, rural.catholique, toutelier.catholique sont des sites satellites. Et puis, à travers des comptes que la Conférence des évêques de France anime sur les plateformes Twitter, Instagram et YouTube. Et enfin, j'ai un troisième corpus, qui est un corpus de documents numériques qui ont été publiés cette fois-ci par des comptes individuels sur ces mêmes plateformes Twitter, Facebook, Instagram, et que j'ai repéré par le biais des opérations de redocumentation par lesquelles ces documents circulent. Donc, ils peuvent être des opérations d'écrit-lecture via des petites formes, comme les likes, les retweets, les citations, etc. L'usage de mots dièses type hashtag Laudato Si, hashtag écologie intégrale, hashtag Église agriculture, ou enfin des opérations de requalification documentaire type répertoire de ressources, module de formation, calendrier de l'Avent, où vous avez chaque jour une petite parole de sagesse autour de l'écologie, des choses comme ça. Et enfin, j'ai mené des entretiens semi-directifs avec des acteurs ecclésiastiques ou laïcs que j'ai identifiés lors de la constitution du corpus. Ça m'a permis à la fois d'éclairer leur choix communicationnel et à la fois, ça m'a permis de leur permettre d'exercer une réflexivité sur les données que j'ai recueillies, dans une démarche en premier lieu éthique, puisque les données religieuses sont des données personnelles sensibles au regard de la loi. Donc, il ne s'agissait pas de pratiquer une lecture indiciaire et l'idée, c'était de leur permettre de voir qu'est-ce que j'avais retenu et qu'est-ce que j'allais en faire pour construire une relation de confiance. Mais c'était aussi une démarche épistémologique puisque tout l'effort, pour l'instant, en tout cas pour moi, est de ne pas surdéterminer le religieux ou le clérical dans l'analyse des données que je récolte, puisque effectivement, ce ne sont pas que des hommes d'église ou que des militants ou que des croyants catholiques. Alors, donc mon premier point, c'est j'ai fait une analyse du discours donc de ces documents officiels de l'Église catholique qui m'a permis de dégager un certain nombre de traits. Alors, excusez-moi, c'est écrit un peu en petit. Je vais vous en résumer les points saillants. Alors déjà, il faut noter que l'agriculteur est la principale, sinon la seule figure mobilisée pour incarner les préoccupations environnementales de l'Église. De manière assez surprenante, par exemple, Laudato Si mobilise très peu de saints, de figures de saints et de saintes environnementales. Ça s'est fait dans un deuxième temps, notamment en France, d'identifier dans le patrimoine catholique, si j'ose dire, des personnes qui pouvaient incarner ça. Alors, les documents officiels de l'Église, ils opèrent une synthèse entre des résidus, entre guillemets, de l'idéologie agrarienne qui faisait de l'agriculteur la base de la doctrine sociale de l'Église, pour aller vers une description plus nuancée de l'agriculteur comme un praticien qui est aux prises avec les conséquences de la crise environnementale. Et sur le plan des savoirs, il est représenté tantôt comme le praticien d'un mode de culture traditionnel qui est sous-entendu comme étant respectueuse de l'environnement par définition, ce qui peut se discuter, tantôt en manipulateur des technosciences et à ce risque à la fois à même de provoquer des dégâts, mais aussi en capacité de faire évoluer positivement la situation. Et de son côté, la Conférence des Églises de France, alors elle est plutôt dans un effort pour se constituer en médiatrice entre des tenants de positions opposées, d'où un discours qui peut apparaître paradoxal, car si Laudato Si, donc l'encyclique, prend clairement position en faveur de l'agriculture raisonnée et de ce qu'on a coutume d'appeler le bio, d'une manière générale, la Conférence des évêques de France, elle, semble essayer de défendre à la fois les deux positions, celle du mode conventionnel, comme elle le dit, et celle des personnes plus radicales qui choisissent de s'engager dans des projets
identifiée comme étant plus de l'agriculture durable. Ce qui fait que la vision catholique française de l'écologie, elle est relativement peu lisible. Et notamment, par exemple, sur Twitter, les mots dièses Laudato si, écologie intégrale ou église et agriculture sont utilisés de manière quasiment indifférenciée. Et les entretiens avec les acteurs de la mission au monde rural ont confirmé que, selon leur expression, le temps du discernement n'est pas encore venu, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans une période de formation, car la plupart ne s'intéressaient pas du tout aux questions environnementales avant l'appel du pape à la conversion écologique. Et donc là, ils sont dans une période où ils rencontrent tout le monde, ils revendiquent d'être dans l'écoute et dans la synthèse. Alors, j'en arrive au volet discours individuel de mon enquête. Dans le cadre de mon hypothèse d'une communication en deux temps, c'est le moment où il me faudrait caractériser la réception de ces modèles par une communauté catholique française. Et en fait, ça m'a posé un problème méthodologique de taille que Marie-Annick Lebéchec et Camille Allouin résument par l'expression du public invisible. Je vais me concentrer sur Twitter dans la suite de cette présentation. Il y a énormément d'ecclésiastiques et d'agriculteurs qui sont présents sur Twitter. Mais c'est néanmoins impossible à caractériser comme une communauté ou comme un groupe, d'une part parce qu'il n'y a pas de représentativité sociologique, il y a manifestement un biais de représentation, c'est seulement certains agriculteurs et certains ecclésiastiques qui sont représentés et pour des raisons voilà, diverses et variées d'ailleurs. Et pour les raisons qui tiennent pour le coup au contexte numérique, il est extrêmement difficile de caractériser ces personnes comme formant un tout. D'une part, car le fonctionnement des plateformes fait que les catégories de sélection et de classement des plateformes ne sont pas transposables aux catégories d'analyse qu'on peut mobiliser dans une recherche. Ensuite, parce que l'attribution de la valeur par l'algorithme de la plateforme, par exemple l'impact d'un like, varie d'une plateforme à l'autre et elle diffère de la valeur que lui attribuent les acteurs. Et enfin, de nombreuses pratiques ne sont pas quantifiables par les plateformes, n'apparaissent pas, en fait, du coup, sont invisibilisées par le fonctionnement des plateformes. Alors, ne désespérons pas, il est néanmoins possible, même si on ne peut pas tout observer, d'observer comment certaines actions reviennent pour l'énonciateur à se référer à certains acteurs et donc à charger de sens supplémentaire certains éléments qui circulent. Alors là, j'ai pris l'exemple, je vais essayer de zoomer si c'est possible. J'ai pris l'exemple du compte qui est animé par un abbé, donc j'ai anonymisé. C'est un abbé qui a une trentaine d'années, qui a une formation d'ingénieur agronome et qui donc, à titre personnel, a beaucoup de connexions dans le monde agricole. Et donc, il va partager sur son compte Twitter énormément de contenus qui ont trait à l'agriculture. Alors, il ne les commente pas en général, mais l'empilement de ces contenus produit un effet de sens. On est vraiment dans un effet d'énonciation déléguée qui permet de dégager qu'il soutient plutôt une agriculture dite conventionnelle. Et il est régulièrement pris à partie par des catholiques qui sont plus tenants d'une agriculture dite durable, bio, etc., qui vont du coup finalement répondre non pas à ce qu'ils postent, mais à l'implicite de ce qu'ils postent, et qui vont eux-mêmes, par le biais de citations ou de hashtags, interpeller d'autres acteurs du monde de catholiques. Et parfois, on voit intervenir une troisième catégorie d'acteurs qui sont des agriculteurs, qui vont venir argumenter avec des éléments. Par exemple, ici, on voit des éléments scientifiques sur la non-dangerosité des pesticides, avec des hashtags très sympathiques. Nous sommes Patrick, Patrick et vous, voilà, pour décrédibiliser cet acteur. Donc, en fait, par le jeu des possibilités d'énonciation déléguée et de redocumentation qui sont propres à Twitter, on voit que certains ecclésiastiques, même si l'Église s'efforce à tout prix de ne pas rentrer dans des controverses, peuvent se retrouver, eux, participant à des controverses et exprimer des positions qui sont en tension avec celles de l'Église. Alors, du coup, excusez-moi, je vais devoir dézoomer pour passer à la diapo suivante. Et donc, du coup, là, en fait, avec les entretiens, on voit que j'ai pu dégager que les connexions se font davantage par le biais de proximité dans la vie personnelle, qui sont donc par définition non visibles et quantifiables, mais qui surtout relèvent davantage de valeurs et d'affectivité que d'adhésion soit à une doctrine chrétienne, soit à finalement un corpus de savoir scientifique.
et à travers, pardon, néanmoins, à travers cette énonciation éditoriale, on voit émerger la figure d'un paysan comme un professionnel hautement qualifié, en but à des critiques imputables à la méconnaissance de son métier, qui n'est donc encore différent du paysan tel que l'Église catholique le dessine et le promeut dans sa propre communication environnementale. En conclusion, on peut se demander si on est face à une polyphonie ou une cacophonie, puisque l'Église, en tant qu'institution, s'efforce de porter un message environnemental, mais elle se heurte à deux écueils. Le premier, c'est que c'est très difficile d'opérer la synthèse entre sa défense traditionnelle du monde agricole et l'appel actuel du pape à transformer les pratiques, et que ça donne parfois à son discours des accents paradoxaux, puisqu'on est dans un moment où la synthèse est en train de s'opérer. Et le second tient à ce que je relevais juste avant, que les effets d'un message sur un public, même quand il prétend être basé sur des données scientifiques, relèvent davantage de mécanismes affectifs situés que d'un design intentionnel de communication. Et que finalement, la figure du paysan telle qu'elle est visible dans les échanges individuels sur les réseaux sociaux et le web, émerge comme une figure de ralliement sur des bases extérieures aux problématiques de l'Église, et que la notion de tradition ou de savoir, là, renvoie plutôt à des modes de culture conventionnels et finalement à une certaine vision de l'identité française, presque une identité presque, enfin, une vision de la culture presque identitaire. Et pour conclure, pour tenter de répondre à la question du colloque, comment alors communiquer en chrétien sur l'environnement? Eh bien, je pense que là, ce qui ressort vraiment de cette brève observation, c'est que finalement, le déterminant, mais c'est peut-être un peu ce que disait la première communication, le déterminant de l'adhésion et du relais d'un message environnemental, c'est d'abord les valeurs personnelles et les effets les mécanismes affectifs individuels. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Cléo. Alors, j'aurais souhaité quelques approfondissements sur le choix en fait d'avoir utilisé les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Quelle a été votre méthodologie et le choix justement de choisir ces plateformes parce que le choix de la plateforme n'est pas anodin et bien évidemment vous aviez observé des risques, des évolutions. Enfin, vous avez parlé de l'altération de Jeanne Rey notamment, donc j'aimerais vous m'éclaircissiez un petit peu là-dessus. Votre question, c'est dans le contexte de l'étude en général ou de ma thèse en particulier? Enfin, ou le contraire de l'étude en particulier ou ma thèse en général? Alors, par rapport à l'exemple que vous nous avez présenté, si on reprend le cas de ce prêtre abbé, 30 ans, agronome, qui poste, hein, etc. Vous avez pris donc cet exemple qui est assez porteur et très illustratif certainement de plein d'éléments que vous avez pu observer. Quelle est l'illustration que vous voudriez donner par rapport à cette forme d'altérité que vous avez définie, et puis d'altérisation plutôt, et puis aussi le fait de vouloir travailler sur les plateformes. Alors, à l'origine, je pense que si je voulais travailler sur des plateformes et sur des documents numériques de type conversationnel, c'était parce que dans le discours de l'Église catholique ou dans le discours des églises chrétiennes d'une manière plus générale, il y a un peu ce double lieu commun, mais qui n'est pas propre qu'à ces institutions-là, que finalement, ce serait à la fois le signe de la modernité d'utiliser ces plateformes de la part de l'Église. L'Église est moderne parce qu'elle est sur YouTube, parce qu'elle est sur Twitter, parce qu'elle est sur Facebook. Et à la fois, ces églises en font un peu un gage de réussite de transmission d'un message. C'est-à-dire que dans le discours d'escorte de ces institutions, on va vous dire par exemple, voilà, on a créé un webzine sur l'écologie intégrale et du coup, l'Église est présente en ligne et le message de l'Église est présent en ligne, et c'est un peu comme si on avait coché à la fois la case modernité, on va pouvoir parler aux jeunes, et à la fois la case, voilà, on a un message bien carré, bien homogène, et il va se déplacer en restant carré et homogène. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que c'était
le souhait d'interroger ça, puisque je pense que la tradition chrétienne, et en particulier sur les questions environnementales, elle est toujours tiraillée entre le besoin de s'adapter à la modernité, qui va là être défini en partie par l'usage des réseaux sociaux, et à la fois par le fait de conserver une certaine tradition. Donc c'est toujours une tension entre laisser partir le message et s'efforcer de le contenir. Et, et je trouve que observer la circulation des messages de l'Église ou des églises, parce que je ne travaille pas que sur le catholicisme, sur les réseaux sociaux, ça permet de voir à la fois l'effort qui est fait pour que la cohérence soit tenue et à la fois les effets de bord imprévisibles et incontrôlables que ces messages subissent. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me préciser ce que c'est que l'écologie intégrale? Oui, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de développer ça. L'écologie intégrale, c'est en fait l'idée qui est développée dans l'encyclique Laudato Si, qu'il y a un lien entre la défense de l'environnement, la défense des pauvres, qui est au cœur de la doctrine sociale de l'Église, et un certain nombre de valeurs traditionnelles, et notamment les valeurs liées à la procréation et à la famille. Et c'est le point d'achoppement principal entre les écologistes catholiques et les écologistes qui ne le sont pas. C'est que les écologistes qui ne sont pas catholiques vont généralement défendre une vision de la famille, de l'accès à la procréation médicalement assistée, notamment des libertés sexuelles, de l'accès à certains droits comme le mariage, etc., qui vont fortement achopper avec la vision, les valeurs catholiques. Et l'écologie intégrale, c'est cet effort de synthèse que fait le pape pour à la fois défendre qu'il faut prendre part à la défense de l'environnement et à la fois défendre qu'au nom de la défense de l'environnement et de l'ordre naturel, il ne faut pas aller vers les valeurs qu'on pourrait qualifier de libérales, traditionnellement défendues par les partis écologistes. Donc, c'est là aussi que le discours de l'Église sur l'écologie, il est un peu difficile à lire. C'est que le terme d'écologie et d'écologie intégrale va être mobilisé aussi bien dans la manif pour tous, par exemple, pour s'opposer à la procréation médicalement assistée, à l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, par exemple, que pour vous parler d'un agriculteur bio qui vient de s'installer dans la campagne à côté. Donc, c'est vraiment, ce terme d'écologie intégrale, c'est vraiment un effort pour encapsuler des problématiques qui sont assez disparates finalement. D'où le titre du webzine de l'Église, Tout est lié, qui est un peu le point central de cette pensée, quoi. Et ma dernière question. Ah non, non, mais c'est super. Hein. Parce que moi, j'avoue que je suis absolument pas au fait de toute cette communication. Vous devez connaître certainement les travaux de David Douillère sur cette question. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Moi, je lis David Douillère, mais c'est vrai que c'est pas encore tout à fait mes questionnements. Par contre, une anecdote, et peut-être que vous pourrez rebondir aussi là-dessus. Il a fallu, je me suis rendue à quelques enterrements suite au Covid, notamment de mes voisins. Et ce qui m'a étonnée, comme je vais très peu à l'église, c'est que par 3 fois, lors des prêches et lors des enterrements, les prêtres ont fait référence à l'écologie. Et ça, j'avais jamais entendu ça auparavant. Alors, je sais que ça ne fait pas partie de vos corpus, étudiés mais je pense qu'il y a... Pour cette étude, non. Pour cette étude, non, mais pour répondre et peut-être commencer à expliquer, effectivement, en fait, cette année 2020, elle était particulière parce que c'était les 5 ans de l'encyclique. Donc, il y a eu tout un tas d'actions pour la remettre au cœur de la vie pastorale. Et notamment la diffusion sur le site de la Conférence des évêques de France d'un guide pour la messe Laudato Si. Où on explique aux prêtres qu'il est encouragé régulièrement, au moins une fois par mois, à célébrer un office du dimanche centré sur l'écologie et avec des conseils de chant, de prière, d'organisation de l'office qui soit conçu pour mettre en avant justement les préoccupations écologiques. Et je terminerai en disant que ce qui est intéressant, je trouve aussi dans cette histoire de communication environnementale chrétienne, c'est qu'on voit bien que finalement, c'est vraiment la question des valeurs qui est au centre, puisque même si je pense que tous les catholiques sont plus ou moins d'accord pour dire que le réchauffement climatique,
c'est dangereux et que l'écologie, c'est bien. Cette action de l'Église en faveur de l'environnement est vécue comme une sorte d'hérésie par énormément de catholiques. Et notamment la référence à la terre-mère, à des choses comme ça que j'imagine le pape emprunte à sa propre culture latino-américaine, sont extrêmement mal reçues par une partie des catholiques. D'où aussi, je pense, l'effort renforcé de la Conférence des évêques de France pour faire accepter ça et pour le banaliser, entre guillemets, dans la vie liturgique des catholiques. Oui, donc C'est pas gagné. Sans parler de Gaïa, il connaît très bien les thématiques en fait. Merci beaucoup Cléo. Est-ce que quelqu'un veut Merci à poser vous. une autre question ou on passe à la communication suivante? Ouais, Frédéric. C'est très rapide. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Plus j'entends, enfin plus je vous écoute tous, plus j'ai l'impression que notre thème du héros, finalement, on pourrait enchaîner presque sur un thème au sujet de une crise de la croyance, parce que c'est vraiment un thème qui revient à travers, de manière transversale là, au colloque. Et juste pour vous dire que l'année dernière, on avait reçu au séminaire une sœur qui nous avait fait, qui travaillait, qui faisait une thèse sur justement les réseaux sociaux au sein de sa communauté. Alors, si ça vous intéresse, je vais essayer de retrouver Ah oui, avec plaisir. Ouais. ce qu'elle a fait, parce que ça peut voilà, vous donner à tous les deux, peut-être même à Johan, des pistes de réflexion sur ce monde clos qui, avec les réseaux sociaux, s'ouvre sur l'extérieur. Elle nous expliquait qu'elles étaient même contraintes, hein, elles étaient très surveillées, elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient. Et c'est peut-être quelque chose qui apparaît pas quand on ne les observe que de l'extérieur. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai le mail, mais… Là, ça me fait penser ce que vous dites que sur les réseaux sociaux numériques, je suis beaucoup de prêtres, d'évêques, etc., donc beaucoup d'hommes d'église, mais je ne connais qu'une seule femme d'église sur Twitter. Alors, je prétends pas avoir… Et c'est quelqu'un qui est chargé de la communication à la Conférence des évêques de France. Donc, c'est son métier, entre guillemets, son travail, quoi. Donc, voilà, c'est trop tôt pour en tirer des conclusions, mais il semble qu'il y ait une expression numérique assez genrée. Et c'est dans cela aussi que vous parlez justement de Camille Allouin avec justement toute cette population des invisibles. Oui. Hein, que vous mobilisez pour votre recherche également. Et sans indiscrétion, Claude, quel est le sujet de votre thèse? Alors, le sujet de ma thèse, c'est la trivialité des savoirs environnementaux en contexte chrétien. D'accord, ok. Ce qui explique vos divers corpus. Voilà, c'est ça. Mais du coup, là, j'ai fait un petit approche du contexte catholique, mais je m'intéresse aussi aux traditions protestantes. D'accord. Oui, c'est vrai. Bon, c'est important par rapport à toute la question des rituels, en plus, que vous te réveillez en amont. Et là, on pourrait encore rejoindre la table de ronde avant avec, et même la question que proposait Johan, à travers tout ce qui est, quand on a travaillé sur les pratiques culturelles, en amont, on a d'abord travaillé sur les pratiques religieuses, donc cultuelles, etc. Oui, puis il y a un effet de rétroactivité, puisque finalement, l'effort pour s'engager dans l'environnement, il implique une relecture théologique, donc un retour vers la tradition textuelle, qui là aussi est plus ou moins facile en fonction des contextes. C'est divers en contexte catholique et en contexte protestant. Il y a certaines dénominations protestantes qui s'y refusent absolument, d'autres pour lesquelles ça commence et d'autres enfin pour lesquelles c'est tout à fait acquis, parce que les traditions d'études critiques de la Bible sont différentes en fait, sont diverses. Donc c'est vraiment des boucles de rétroaction voilà, entre valeurs, savoir cultuel, savoir environnementaux. Enfin, voilà, ça fait des petites boucles comme ça. C'est ça qui est intéressant à regarder. Oui, ça va être super. Hein. Alors, on écoute Kevin maintenant. Alors, bonjour à tous. Je vais mettre le diaporama. Je vous remercie déjà pour l'organisation du colloque et d'avoir accepté ma communication. Je me présente, je suis Martinez Sana Kevin, doctorant en sciences de l'information et de la communication. Quelques éléments de contexte. Je débute ma thèse.
je suis au tout début. C'est une thèse CIFRE, donc plutôt orientée recherche-action, dans une coopérative. Cette coopérative s'appelle Common. C'est une coopérative qui loue aux professionnels et aux particuliers du matériel électronique qui tend à être le plus durable possible. Il tend à la durabilité par deux aspects, la qualité du matériel en lui-même et l'offre de location. L'idée en fait de Common, c'est de faire en sorte que l'intérêt économique de l'entreprise converge avec l'intérêt écologique. Et donc, on court-circuite comme ça les mécanismes d'obsolescence programmée. Vous voyez sur l'infographie que j'ai mis sur la diaporama que dans la ligne éditoriale, la question du héros est abordée. Alors, cette organisation, elle est porteuse de discours de changement, là aussi à deux niveaux. C'est-à-dire qu'elle essaye, par ses actions, d'incarner le changement, et en même temps, elle essaye d'exhorter les autres au changement, d'où certainement l'oxymore héros ordinaire. Peut-être même le passage de citoyen à activiste, parce qu'il y a aussi une partie militante dans cette organisation. La question générale du colloque, c'était comment parler d'environnement, mis à part la question du héros. Alors, pour tenter de répondre à ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a un colloque. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'exposer une hypothèse de travail. J'ai essayé de mobiliser des éléments théoriques et de coupler ça avec un cas d'espèce, celui de Common, et que nous en discutions plus avant, après. L'hypothèse, alors je vais essayer de la présenter succinctement, puis après je vais essayer de définir, je vous donne le plan de comment je vais faire la présentation. Succinctement, au niveau du paradigme, je suis sur le constructivisme et la systémique. Et l'hypothèse, c'est que le storytelling, que je vais définir, peut véhiculer des recadrages, je vais définir aussi la notion, et essayer de parsemer nos représentations, nos imaginaires individuels et collectifs d'incitation au changement, en créant du sens orienté, tout ça illustré par la narration. Il y aura aussi un questionnement éthique, parce qu'on va voir ce que c'est que le storytelling, et donc ça va poser des questions éthiques, notamment est-ce que la fin justifie les moyens? Donc je vous propose qu'on passe direct à la définition. Alors le storytelling, je le définis comme toute communication médiatisée par une narration qui est produite dans le but d'influencer les récepteurs. Bérut l'a défini comme une propagande passant par la narration. Cette technique narrative aurait plusieurs vertus. Ça permettrait de capter l'attention du public, de faire passer simplement une idée compliquée, de faciliter la mémorisation des idées transmises, de générer du changement. Comment ? L'hypothèse, ce serait que ça fonctionnerait avec des recadrages. Alors, pour définir ce que c'est qu'un recadrage, je propose déjà de définir ce que c'est qu'un cadre d'interprétation. Je ne vais pas vous lire la définition, mais je vais essayer de la paraphraser de façon un peu plus sympathique. Il faut imaginer une fenêtre par laquelle on regarde le monde. Et bien, un cadre, en fait, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on se repère avec cette focale qu'on porte sur le monde. C'est, pour la PNL, ce serait la carte du monde. C'est le système de représentation. Si j'étais psychologue, je dirais que c'est la réalité psychique, un peu. Recadrer, c'est agir, en fait, au niveau du point de vue perceptuel, conceptuel ou émotionnel, à travers lequel la personne vit la situation et voit la situation. C'est agir sur le point de vue de l'autre, en jouant sur les cadres, sur les contextes. Je donnerai un exemple après, avec Common, mais il faut d'abord définir les termes pour savoir de quoi on parle. Sur le fonctionnement effectif du storytelling, alors il y a potentiellement deux écoles. En interpersonnel, on pourrait croire que ça fonctionne
sur un modèle linéaire, c'est-à-dire un émetteur, un canal, un récepteur. Il y a l'organisation qui émettrait un message narratif, et puis il y aurait un effet dans la tête du destinataire. Alors bon, cette façon de voir les choses est un peu probablement dépassée. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on aille voir du côté de la systémique et du constructivisme. Alors là, je vous ai fait un très joli schéma. Alors, je vais devoir, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de switcher sur l'écran, c'est pas évident. Ce que je vous propose donc, c'est de vous présenter le schéma. Est-ce que vous voyez ma souris? Non. Ah, vous voyez pas? Ah oui, ça y est, si c'est bon, super. Ok. Mm. Alors l'idée, c'est qu'on a une organisation commune qui va. Alors commune, c'est un ensemble d'individus. Ces individus, ils ont un cadre de référence, une façon de voir le monde, et ils ont un objectif. C'est parvenir à leur fin. Donc l'idée de commune, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens passent à leur offre, c'est-à-dire qu'ils se départissent du fait que les gens veuillent posséder un téléphone, mais qu'ils acceptent que les gens finissent par accepter la location. Donc le recadrage va se situer à ce niveau-là. Le storytelling, c'est pas quelque chose, en tout cas dans ce paradigme-là, c'est pas quelque chose en one shot, en un coup. C'est une stratégie mise en place sur le long terme avec plusieurs supports. Ça peut mobiliser de la vidéo, des photos, des dessins, toujours dans le but d'influencer. Alors si je prends un exemple de recadrage, de recadrage mise en scène, on pourrait dire que qu'il y aurait un certain nombre d'individus qui seraient des héros, qui seraient mis en avant dans la ligne éditoriale, et que ces héros mettraient dans leurs attitudes une vision positivement connotée de la location par rapport à la propriété. Et donc, il y aurait des messages du genre ne pas posséder, c'est libérateur, ça libère de l'espace pour l'être, c'est séparer l'être et l'avoir. Voilà, c'est des éléments. Donc, l'idée, c'est que les messages soient émis sur les réseaux sociaux et que des réseaux sociaux, ça arrive aux individus. Alors, les individus, c'est pas un récepteur, c'est plusieurs récepteurs, c'est un ensemble de récepteurs avec chacun des cadres de réception, des cadres de référence différents. Il va y avoir un processus cognitif de traitement de l'information. Stuart Hall présente 3 types de réception possibles. La réception dominante, l'individu adhère au message qu'on lui a envoyé. La réception oppositionnelle, il n'y adhère pas du tout. Et la réception négociée, il adhère un peu, il y a une négociation, un arbitrage interne. On pourrait rajouter deux éléments, l'indifférence, c'est-à-dire que le message arrive, mais l'individu, ça ne le concerne pas. Ou la non-réception, le message n'arrive pas. Voilà. L'idée dans ce modèle, du coup, c'est que les individus vont réagir à ce message en fonction de comment ils le reçoivent, ils vont gloser autour, ils vont commenter et co-construire. Donc le message va repartir dans le réseau, puis re-arriver au niveau de l'organisation qui va réenvoyer un message. Il va y avoir une espèce de régression à l'infini, une co-construction sociale du récit, une co-construction du storytelling. Alors, si on est dans une approche systémique, avec une vision un peu idéaliste, on peut arriver à cette grille de lecture, c'est-à-dire que le message va percoler des réseaux sociaux numériques vers d'autres systèmes humains, la famille, les institutions, et donc qu'il va y avoir un effet d'émergence et un changement de système. La difficulté, c'est qu'en fait, il existe un flot massif de discours publicitaires qui sont concurrents, et donc la probabilité que le discours de l'organisation soit audible, elle n'est pas très très grande. Pour conclure, hop là, je suis allé trop vite. Vous avez perdu votre haine. Pour conclure la présentation, je propose d'ouvrir sur une réflexion éthique en se demandant si c'est cohérent de recourir au storytelling, c'est-à-dire à la propagande narrative,
si on souhaite faire advenir un modèle social plus écologique, plus démocratique, est-ce qu'il n'y a pas un non-sens philosophique à recourir à une technique d'influence, une technique manipulatoire, pour libérer l'individu de ses servitudes du consumérisme? Et donc, voilà, est-ce que les moyens ne sont pas contradictoires avec les fins poursuivies? Je vous remercie pour votre attention et je crois que je n'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup, Kevin. Alors justement, si j'ai bien compris l'objectif de la coopération commune, c'est bien en reprenant la phrase finale que vous venez de donner, c'est de libérer l'individu du consumérisme en proposant justement des biens écolos, éviter justement l'obsolescence programmée, etc. Donc, comme c'est une boîte, il faut quand même bien faire de la com sur cette boîte, n'est-ce pas? Ça va être votre rôle durant votre contracif, peut-être? C'est ça, ça va être tout à fait. Okay. Et donc, ça pose des questions éthiques. Oui. Vous faites, voilà, vous allez devoir vous observer, mais vous êtes seul ou vous avez une équipe avec vous? Non, il y a une équipe. Il y a un DIRCOM et une community manager. Alors, en regardant la question du storytelling, que vous regardez quand même vous êtes certes dans une critique par rapport au storytelling, vous abordez l'école du Palo Alto, je pense qu'il va y avoir aussi une critique des mass médias, etc. Vous évoquez Stuart Hall et différentes étapes de Hall. Si vous deviez envisager votre recherche d'une autre manière, sans parler de l'influence négative de la communication là, pour votre produit, comment vous en J'ai pas compris la question. Là, vous êtes dans une. Vous avez parlé d'un recadrage en évoquant les cadres d'interprétation, etc., avec la focale que vous faites. Vous ouvrez une focale, mais il y en a plein d'autres focales. Et moi, je vous demande de changer de focale pour l'exercice de la proposition aujourd'hui. Ok. Alors, si je devais utiliser une autre théorie pour expliquer l'influence du storytelling, c'est ça la question? Ouais, ou peut-être pas utiliser le terme storytelling. C'est dur, hein, c'est dur. Hein, je vous charcute un peu là. Je vais essayer. Donc, la question, du coup, c'est si je devais proposer d'autres façons de qualifier l'influence communicationnelle de Common, qu'est-ce que j'utiliserais? Tout à fait. Ce serait au niveau stratégique ou au niveau explicatif de comment ça marche? Ça, c'est à vous de voir. Okay. Bah, je pense que la stratégie des leaders d'opinion fonctionnerait plutôt bien. Le travail sur les imaginaires, c'est quelque chose qui marcherait probablement. La communication engageante, c'est des pistes, c'est une multitude de pistes. Donc, après, j'ai pas développé le fonctionnement, enfin, d'autres champs encore, mais je sais qu'ils sont là. D'accord. Oui, tout à fait, c'est normal. Hein. Au niveau de la com de Common, alors, donc, qu'est-ce qu'ils mobilisent? Eux, ils ont des réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Insta, Tweet, Facebook, comment ça se passe? Plutôt Facebook et LinkedIn. Ouais. Instagram un petit peu. Ils essayent aussi les réseaux sociaux alternatifs, mais ça prend pas encore. Notamment, il y a un réseau social qui s'appelle Mastodonte. Mais ça prend pas encore. Il n'y a pas encore une grosse communauté. Ils ont. C'est de la com de niche, là. Ils essaient de choper une niche. C'est ça. Ouais. Mais ils essayent aussi de sensibiliser. Il y a une grosse partie de lobbying aussi dans leur activité. Donc, c'est assez large, en fait. Hein. Ouais. Donc, et pour revenir sur la question éthique, parce que j'ai essayé d'y réfléchir en tant que communicant, parce que j'ai posé une question, en fait, j'ai essayé d'ouvrir là-dessus. Est-ce que la fin justifie les moyens? Oui, ça m'a interpellé un petit peu. Ben oui, parce que ça peut. C'est une grande question. Hein. Quand on fait de la communication, on est amené à utiliser des outils d'influence. Et ces outils d'influence, ils sont parfois contradictoires avec les fins désirées.
Et donc, le positionnement du communicant par rapport à ça, il faut être à l'aise. Est-ce qu'on est sur une éthique de responsabilité type homme politique, ou est-ce qu'on est sur une éthique de vérité avec la volonté d'informer les gens Et donc, quand on est dans le storytelling, je pense que c'est une troisième voie parce qu'on est sur du récit. Et le récit, justement, c'est un espace dans lequel on peut s'autoriser à raconter des choses, à ouvrir des fenêtres. Et donc voilà, ça, je pense que ça permet aussi de sortir d'une certaine façon de faire. Très bien, non mais la piste du storytelling est très bonne, hein. C'était juste ce que je voulais ouvrir. Alors, juste une dernière petite question, Kevin. Vous avez parlé du héros ordinaire en tant qu'oxymore. Pourquoi? Parce que, à mon sens, alors ça c'est une opinion, mais un héros, par définition, c'est extraordinaire. C'est celui qui sort du comportement banal. Il se démarque par un certain nombre d'actions qui ne sont pas les actions du Kidam. Je trouve que c'est quelque chose... mais je pense que ça a été utilisé dans le but de mettre en mouvement. De dire finalement, tout le monde peut, à son échelle, agir et être un héros. Mais c'est contradictoire, d'une certaine façon. Il faut interroger, en tout cas, il faut interroger cet oxymore, à mon sens, je pense. Ouais. Ben moi, ça nous interpelle, puis c'est un peu la thématique. Donc, justement, on verra quand on écrira nos actes ce qu'il en est vraiment du héros ordinaire qui est peut-être moins évoqué que le héros, et pour autant existe et est très présent dans les discours sur l'environnement. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'une dernière réaction? En tout cas, je vous remercie pour la qualité de vos interventions. C'était super intéressant et puis justement très novateur et original. Donc, je pense qu'on s'est tous nourris les uns les autres de vos présentations. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Joanne. Merci Cléo. Merci à vous. Et puis donc maintenant, on doit aller à une surprise. Okay. Il reste encore... En voilà une de surprise. Super. Tout n'est pas contrôlable dans la vie. Et les enfants, oui, mais pas le chien. Et encore. Peut-être les chiens plus faciles que les enfants. Je crois qu'il reste encore une présentation. Finalement, non, parce que comme on est tenu par le temps et on doit assister à une présentation qui tient à GER, Grégory fera sa communication demain. Donc, je vous libère tous et puis nous, on va basculer sur la table A.